Luc Baudin. Bonjour Carmen et bonjour à tous. Merci de ton invitation. Ça me fait toujours chaud au cœur de pouvoir partager avec toi, tu le sais. Bon, merci beaucoup. Nous revoilà une fois de plus. On s'est vu il n'y a pas très longtemps pour la sortie de ton dernier roman, donc La chute des maîtres, l'éveil de l'humanité. Et puis aujourd'hui, j'ai le plaisir de te recevoir et de pouvoir t'interviewer sur le dernier livre, donc qui est sorti quelques mois après ce roman-là, qui s'appelle Développer votre pouvoir guérisseur. Donc la puissance est en vous, que je vais montrer à l'écran maintenant. Donc le voici. Donc aux éditions Très Daniel, comme le précédent. Alors, cette interview, Luc, c'est une interview donc à cœur ouvert d'un ancien médecin. Et avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, je vais te demander de te présenter. Je suis Luc Baudin, je suis un ancien médecin, comme tu le disais. J'ai diplôme de cancérologie clinique, je suis spécialiste en médecine naturelle, en nombreuses médecines naturelles, en soins énergétiques. Je suis par ailleurs auteur et conférencier. Très bien. Dans ce nouveau livre, enfin, qui est sorti il y a quelques mois, est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit, en tout cas pour la première partie, d'une autobiographie professionnelle, donc de ton parcours professionnel? Tu nous livres ce qui t'a motivé à devenir médecin et puis ensuite un médecin en médecine intégrative et puis un ancien médecin. Euh, non, c'est vrai que la première partie, je livre grande partie de mon parcours professionnel parce que pour deux raisons en fait. D'une part, pour préparer ça, j'explique déjà beaucoup d'éléments qui sont en rapport évidemment avec le thème de mon livre, Développer votre pouvoir guérisseur. Et donc j'explique avec les différentes techniques, les différentes approches, en quoi on peut développer son pouvoir guérisseur. Donc ça prépare aussi la synthèse que je fais aussi à la fin. Et puis j'ai appris un grand nombre de techniques qui, à mon sens, sont peu connues, mal connues, et qui devraient l'être parce que sont des médecines naturelles, pour moi toujours complémentaires, parce qu'elles n'ont pas les assises d'études que peut avoir la médecine conventionnelle. Cependant, elles peuvent apporter des solutions ou des aides remarquables dans un grand nombre de pathologies, dont des pathologies importantes. Je pense en particulier aux maladies d'Alzheimer débutantes, aux maladies auto-immunes, aux problèmes de Mickey, enfin des maladies inflammatoires et intestinales, même les cancers où j'ai beaucoup œuvré. Et c'était là mon fil d'Ariane, mon premier film d'Ariane qui m'a amené à faire cette recherche. Parce que, comme je l'explique dans mon livre, ben, ma mère a eu un cancer du sein quand j'étais jeune et elle a fait une grave rechute des nombreuses années après. Et donc, bah, je l'ai accompagné. Moi, j'étais interne à ce moment-là. Je l'ai accompagné dans les services hospitaliers et tous les services hospitaliers l'ont vraiment très bien soigné. Mais j'ai vu aussi les défauts et les manques, les vides qu'il pouvait y avoir au niveau des soins. Et c'est là que j'ai commencé, d'une part, à m'interroger sur le cancer parce que pour qu'une rechute arrive comme ça des années après, je me suis posé la question, est-ce que c'est vraiment une récidive? Est-ce que c'est pas un deuxième cancer qui démarre, etc. Donc ça m'a amené à plein de recherches et d'études par rapport à ça, sur le cancer proprement dit, et après de prendre mon bâton de pèlerin pour aller chercher des remèdes naturels qui pourraient aider les patients. Déjà, c'était surtout dans la visée du cancer, mais je me suis aperçu au fur et à mesure que qu'il peut le plus, peut le moins, et donc ça veut dire que ces thérapies vont être également très utile dans un grand nombre de pathologies comme j'ai cité précédemment. Donc ça, ma mère a fait un grand chemin, aussi une grande évolution personnelle, spirituelle au moment dans sa vie, et donc qui m'a beaucoup instruit aussi de ce point de vue-là. Et puis mon père, lui, c'était autre chose. Lui, c'était un médecin qui était déjà à l'époque acupuncteur homéopathe. Donc vous pouvez imaginer que c'était un précurseur en la matière.
Et puis, pour la petite histoire, il me faisait rire parce qu'il me disait toujours, super, attention Luc, surtout ne fais jamais médecine, ce qu'il ne faut jamais dire à un adolescent, évidemment. Et puis, c'est surtout après, il me fait rire aussi parce qu'il me dit, bon, bah écoute, va plutôt à l'université de médecine, à la faculté de médecine de Caen, parce que je connais bien le doyen. Et puis, il dit, ah bon, tu connais bien le doyen de Caen? Bon, bah moi, je vais aller à Rouen, puisque c'est ça. Parce que je m'étais dit, si un jour je suis médecin, est-ce que c'est vraiment ça mon travail ou est-ce que c'est parce que j'ai eu Ouais, un coup de pouce derrière? Et donc ça, c'est le genre de choses que je ne supporterai pas. Voilà, voilà un petit peu comment les parents nous apportent chacun à leur manière des choses qui m'ont avancé, sans parler ils m'ont appelé Luc. Ils m'ont appelé Luc. Luc, c'est luxe, c'est la lumière. Donc, il faut que je porte la lumière. Il y avait déjà une charge de... Et c'est vrai que même là, dans mes activités d'aujourd'hui, mon idée, c'est toujours d'aider les personnes à garder l'espoir et à montrer toujours que la lumière est devant nous et l'ombre est toujours derrière ouais. la lumière. Alors effectivement, c'est vrai que bah, nos parents, notre entourage, souvent bah, nous font évoluer. Donc même si on n'en est pas conscient à ce moment-là, mais c'est vrai que quand j'ai lu ton livre, j'ai vu effectivement que je me suis dit, bon, bah, il fait médecin comme son père. Hmm. Et puis, bah, il va rechercher des choses qu'il ne trouve pas dans la médecine allopathique, parce que c'est grâce, quelque part, à la maladie de sa mère. Et c'est vrai que ça, tu nous livres dès le départ, lorsque tu nous expliques les origines donc de cette vocation et les causes de ta recherche. Alors, j'ai vu que tu énumérais beaucoup d'approches, de méthodes naturelles qui sont peu connues ou oubliées d'ailleurs. Ça m'a interpellée. Mais juste avant de parler de ça, tu parles de l'épigénétique et de la réversion cancéreuse. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que la réversion cancéreuse? Oui, ça a été un bouleversement, parce que l'épigénétique a été déjà un bouleversement qui nous a montré que en médecine, ça a mis du temps avant que parce que les premières études, entre les premières études et le moment où ça a vraiment été absorbé, je dirais, par la médecine, ça a mis encore beaucoup de temps, mais ça montre que nous sommes maîtres de nos gènes, c'est-à-dire que même ces gènes, on a un certain nombre de gènes dans notre ADN et un grand nombre de gènes. On ne sait même pas combien il y en a véritablement au total, mais parmi eux, il y a 22 000 qui sont à peu près actifs. Et donc, au fur et à mesure, en fonction de nos vies, de nos vécus, on va ouvrir ou fermer les gènes. On ne va pas les enlever, on va simplement les rendre actifs ou les rendre inactifs. Et c'est très intéressant parce que il y avait même une étude, c'était le professeur Bissell, cette femme avait fait une étude comme quoi les protéines autour des cellules étaient responsables, les mauvaises protéines, enfin délétères, étaient responsables de la mutation génétique, donc des changements épigénétiques. Et donc ça montrait que l'environnement était important. Donc d'où viennent ces protéines délétères? Bah, ça vient de notre mode de vie, tout simplement. Mais le plus intéressant encore, le plus intéressant, et c'était encore le deuxième étape, c'était que si on change ces protéines en donnant des protéines bénéfiques, à ce moment-là, la cellule est capable de réparer. Donc ça, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et donc ça veut dire que c'est la réversion. Mais la réversion, je l'ai surtout découverte dans mon journal médical. Je ne sais plus, c'était le quotidien du médecin ou un journal comme ça et qui expliquait qu'il y avait un professeur qui avait obtenu une réversion cancéreuse, un retour à la normale, plus exactement, pour être parler plus français encore, eh bien, un retour à la normale de cellules cancéreuses avec des dérivés de la vitamine A.
Donc là, ça m'a fait sauter au plafond quand j'ai vu ça. Et ce qui était amusant, c'est que j'en parlais avec mes collègues et tous mes collègues, ils me disaient oui, bon, oui. Mais moi, je trouve ça extraordinaire parce qu'en fait, on nous expliquait en médecine que la cellule cancéreuse était tellement mutée, remutée, qu'elle n'arrêtait pas de changer, de se détériorer, que tout retour impossible était impossible. Et donc, la seule manière était pour s'en débarrasser, c'était de la tuer. Là, on était en train de voir que le retour à la normale était possible. Et il y a même des retours spontanés au sein des cellules cancéreuses. Il y a même des retours provoqués par les chimiothérapies. Donc il n'y a pas que la destruction, il y a aussi une minorité, on est bien d'accord, mais quand même, il y a Ça des, existe. et ce qui était possible sur les cellules sanguines, les cancers du sang, comme les leucémies, les lymphomes, etc., j'ai vu aussi des résultats qui provenaient de cellules solides, comme un cancer du sein, de la prostate, du poumon, etc. Donc, c'est possible. Et donc, c'est intéressant parce que ça pourrait être une excellente voie de recherche pour l'avenir. Et donc, plutôt que de... Et là aussi, ça explique une partie, c'est-à-dire les cellules révertantes spontanées. Donc, ça montre qu'il y a un pouvoir, là encore, de guérison du corps. Et si on change notre mode de vie, on change les protéines autour des cellules. En changeant les protéines autour des cellules, on favorise la réparation des cellules. Donc, tout se tient. Et donc, d'un seul coup, c'est un grand message d'espoir, je trouve, et une grande voie de recherche qui devrait se développer, peut-être un jour. Alors, ce que je trouve remarquable, alors je fais la parenthèse de suite parce que c'est tout le long de ton récit, de ton propos, c'est que systématiquement, tu illustres avec des exemples, avec des cas réels, précis, donc de patients à toi ou des consultants après par la suite. Et donc à chaque fois, tu vas ponctuer ce que tu avances, donc ce que tu délivres, avec des histoires vraies, donc des histoires vécues, pour nous dire, voilà, enfin, c'est possible, c'est vrai, c'est possible, ça s'est passé comme ça, et on le retrouve ça tout le long de ton livre. Oui, j'ai donné un grand nombre d'exemples parce que j'ai exercé cette médecine pendant 25 ans. Bah, évidemment, il y a beaucoup, j'ai rencontré beaucoup de patients dans beaucoup de situations, des situations difficiles pour eux, des maladies difficiles ou des causes. Souvent, les patients d'ailleurs venaient me voir parce qu'ils avaient des problèmes qui étaient difficiles à trouver, à cerner, pas de solution. Ils me faisaient rire d'ailleurs parce que souvent ils me disaient, bon, allez. Docteur Baudin, j'étais docteur à ce moment-là, docteur Baudin, j'avais une grippe la semaine dernière. Bon, j'ai pas venu pour vous embêter, j'ai été voir un de vos collègues. Donc c'était, ils venaient me voir toujours quand il y avait des choses, mais j'aimais bien parce que je faisais un travail, je dirais, j'avais l'impression de faire un travail de recherche. Je faisais une enquête policière Ouais. pratiquement pour essayer de retrouver D'investigation. une D'investiguer. investigation, voilà. Et puis comme j'avais un panel de thérapies que j'explique dans ce livre et qui sont pour beaucoup peu connues, mal connues ou qui ont carrément disparu ou elles sont très peu connues et alors qu'elles sont vraiment remarquables par leur simplicité et leur efficacité. Donc j'ai voulu relancer un petit peu la balle et donner toutes ces informations pour les patients qui sont malades, pour les thérapeutes qui pourraient pratiquer, les apprendre à les pratiquer, et bien sûr mes collègues médecins. Alors très bien parce que on va y venir parce que j'ai relevé quelques-unes. Donc après cette mise en bouche autobiographique professionnelle, donc on arrive bien sûr petit à petit. Tu nous amènes vers la médecine intégrative avec donc un déroulé de méthodes et approches naturelles. J'en ai relevé quelques-unes. Donc tu as parlé des protéines. Donc j'ai relevé le protéinogramme, d'accord, que je ne connaissais pas. La myothérapie également, la neuralthérapie et l'auriculothérapie. Alors celle-là, je connaissais parce que je la pratique en réflexologie auriculaire pour les animaux, mais c'est vrai que pour les humains, je ne l'ai jamais pratiquée. Pourtant, j'ai pratiqué la réflexologie plantaire et palmaire. Alors, il y en a beaucoup d'autres. On ne pourra pas toutes les énumérer et puis il faut laisser quand même un peu de suspense et de mystère pour que ceux qui nous écoutent puissent avoir cette envie, cette curiosité de lire ton livre.
Qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de ces quatre approches naturelles et méthodes, donc pratiques, dont tu nous fais part? Bah, le protéinogramme, je crois qu'il a changé de nom. Je pense qu'il s'appelle aujourd'hui le protéomiss, si j'ai bonne mémoire. C'est une analyse de sang qui recherche, qui étudie une cinquantaine de protéines, particulièrement choisies, évidemment, sélectionnées, qui permet de faire un check-up complet de l'état général d'une personne, de chaque organe, de voir un peu les organes qui sont en déficit, qui sont en excès, de regarder aussi l'état immunitaire, de regarder l'état psychologique. Et à partir de ce bilan, il en est tiré un certain nombre de remèdes naturels qui sont à base d'homéopathie, d'oligo-éléments, de plantes, etc. Et donc, moi, ça faisait partie de mes thérapies que je gardais pour les cas difficiles. Je parle des cas difficiles, je parle de certaines maladies auto-immunes, des maladies neurodégénératives, etc. Et donc, et ça permettait d'arrêter ou de soulager, de faire disparaître les symptômes, que les personnes retrouvent une vie à peu près normale. Et c'était ça le but important, parce que d'abord, bien sûr, si on arrive le but est d'arriver à guérir complètement, c'est une évidence. Moi, je visais toujours cet objectif-là. Mais en attendant, si on peut aider les personnes à retrouver une vie normale, c'est Oh, déjà euh, extrêmement important. La neuralthérapie, c'est quelque chose de très bluffant parce que c'est lié, on connaît que toutes les cicatrices, par exemple. Eh bien, quand il y a une coupure, si on prend plus exactement le terme, s'il y a une coupure, on va couper des petits vaisseaux, des petites veines, des petites artères, mais on va couper aussi des canaux énergétiques. Et hmm, il se peut, c'est très bien que normalement ça se raboute tout ça avec la cicatrisation, mais il se peut très bien qu'un nerf ne se raboute pas, un vaisseau ne se raboute pas, ce qui va poser des problèmes d'ailleurs, mais aussi ça peut très bien être un vaisseau énergétique qui ne se raboute pas, et à ce moment-là, ça provoque un blocage énergétique qui peut être responsable de pathologie, même à distance. Donc, il convient de travailler sur la cicatrice pour faire recirculer l'énergie et faire disparaître le trouble. La myothérapie, c'est quelque chose qui m'a été extrêmement utile, du moins c'est utile à mes patients, parce que c'est basé sur les contractures musculaires. Et quand il y a un traumatisme, un coup du lapin pour le coup, une entorse au niveau de la cheville, ça veut dire qu'il y a une brusque distension des muscles et des ligaments toniques. C'est-à-dire, il faut distinguer les muscles toniques, c'est-à-dire ceux qui nous permettent de tenir debout, ils sont très costauds, très puissants, et les muscles dynamiques qui nous permettent de bouger. Mais ces muscles toniques, s'ils sont brusquement dilatés, ils vont se distendus, ils vont après ça se contracturer. Ils vont se contracter d'une manière quasi permanente si on ne fait pas les gestes adéquats, mais ils vont pas rester non plus localisés. C'est-à-dire qu'ils vont créer des chaînes qui vont ainsi remonter, par exemple, du pied vers le genou, vers la hanche, vers les lombaires. Et quelques mois, quelques années plus tard, la personne se retrouve avec des lombalgies, des lumbagos, voire des sciatiques. Et ça, c'est lié à une entorse qui n'a pas été bien soignée ou un coup du lapin. C'est pareil dans l'autre sens. Donc je raconte l'histoire d'ailleurs qui m'avait beaucoup amusé et intéressé. C'était un monsieur qui était venu pour un coup du lapin 2, 3 ans auparavant. Il avait toujours des douleurs cervicales. J'ai repéré les points douloureux, les ligaments et les muscles qui étaient tendus. Et donc, avec la technique de myothérapie du docteur Pollack, eh bien, j'ai levé ces contractures. Et quand il est revenu à la troisième séance, il me dit, bah, c'est génial parce que j'ai plus mal dans le cou, mais maintenant, j'ai un problème, c'est que mes chaussures sont trop petites. Donc, c'est amusant. Et pourquoi elles étaient devenues trop petites? Parce qu'en fait, c'est comme il avait eu ces contractures depuis quelques années, ces contractures avaient créé toute une chaîne musculaire jusqu'au niveau des pieds. Et ça avait fait des orteils en touche de marteau. Et ouais, quand j'ai levé la contracture d'origine première, ça a levé toute la chaîne et les orteils détendu. ont rallongé. Et les orteils 42 ou 44. C'est génial.
Et donc, on parlait donc de Des la... techniques aussi très, très intéressantes, excuse-moi, c'était Oui. des techniques aussi très intéressantes pour les bébés, les nouveau-nés, ceux Mm, qui ont des problèmes de cou, les problèmes de torticolis à la suite de l'accouchement, etc. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait même les mamans qui me disaient que, au fur et à mesure que je travaillais sur le cou de leur enfant, c'est pour dire comment c'est doux, c'est mm, quelque chose d'absolument pas violent, au contraire, mais elles me disaient souvent, bah, leurs dents se replaçaient ou les strabismes s'amélioraient, parce que là, c'était aussi des chaînes qui venaient du cou et qui montaient vers la bouche, vers les yeux, etc. C'est pour dire tout ce qui peut être soigné, mais on ne peut pas dire non plus que tout est soignable par ça. Mais moi, je réfléchis toujours à ce qui se passe souvent aux États-Unis, où il y a les ostéopathes, disons, pour parler le mot français, passent souvent avant les médecins, parce mm. que souvent, il y a beaucoup de choses qui sont redevables d'un problème articulaire ou musculaire, etc. Même dans nos troubles fonctionnels, digestifs, etc., ça peut être très bien en relation avec ça. Et donc de travailler déjà, faire un petit bilan ostéo-articulaire, ostéomusculaire, est souvent très intéressant pour éviter d'être redevable de tas de médicaments par la suite et qui ne seront pas forcément utiles. Et alors moi, je rajouterais en tant que maman que déjà, quand on accouche d'un enfant par voie naturelle, c'est important de l'emmener voir un ostéopathe, mais c'est encore plus important lorsque c'est une césarienne. Surtout, n'hésitez pas, au bout de 3 semaines, emmenez votre enfant, surtout s'il naît par césarienne, de l'emmener voir un ostéo vraiment qualifié, hein, et spécialisé dans les nouveau-nés, parce que ça va vous éviter, et ça va lui éviter surtout beaucoup, beaucoup de tracas plus tard. Vous Mais je serez, rajouterais que la maman pourrait passer aussi chez l'ostéopathe bien en sûr, même temps, parce que c'est ouais. aussi, il y a eu C'est le quand même temps qui manque, c'est le temps qui manque, mais c'est vrai, mais c'est très utile, oui, parce que là, effectivement. il y a quand même une dilatation Ouais, importante au niveau du bassin. Et il est intéressant de voir si tout le monde s'est bien replacé. c'est ça. Alors Plus c'est marrant parce que je l'ai fait pour les animaux, donc quand j'ai des chiots, à 3 semaines, j'emmène et bébé et maman, mais c'est vrai que ça marche aussi pour les humains, c'est très important. Voilà. Et puis, comme on parle de l'accouchement, il y a souvent des épisiotomies, c'est-à-dire des Oui, incisions qui sont faites, qui peuvent être restées très douloureuses d'ailleurs pour les mamans. Et bah, j'explique aussi comment le laser que je pratiquais à oui, l'époque donnait des résultats très intéressants pour cicatriser les épisios et faire disparaître les douleurs, retrouver une vie normale très rapidement, en l'espace de une, deux, trois séances maximum. ouais, c'est impressionnant parce qu'effectivement, il y a plein de méthodes, mais qu'on n'entend pas parler, méconnues, et qui pourtant pourraient soulager beaucoup de maux et beaucoup de troubles. Et Hmm. ça, j'ai trouvé ça extraordinaire que tu puisses en parler, illustrer, expliquer comment tu les as pratiqués ou comment tu les as prodigués. C'est vraiment une mine d'or au niveau de ces Eh thérapies. ben, c'est une transmission d'expérience, de connaissances, et j'ai pas parlé de toutes les formations que j'ai réalisées, Mm, j'en ai encore bien d'autres, mais j'ai parlé des formations qui ont été enfin, les techniques qui ont été les plus importantes et qui ont donné vraiment le résultat. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure aussi de ce que j'explique, on passe aussi des thérapies qui sont plus déjà, disons, qui sont toujours naturelles, mais qui sont plus sur le domaine physiques comme la protéinogramme, comme la mm, microimmunothérapie, etc. Mais après ça, on va passer aussi beaucoup plus avec les techniques d'ordre sur la pensée, sur la psychologie, sur l'énergétique et même l'évolution spirituelle. Et parce qu'il y a c'est pour ça que ce livre aussi, en plus des expériences, livre un grand nombre de références. oui. Références scientifiques, médicales, parce que j'avance pas non plus les choses, parce que ne serait-ce qu'on parlait je parlais tout de suite au niveau spirituel, bah, il y a eu des expériences qui ont bien démontré que bah, les personnes qui avaient une croyance religieuse, qui pratiquaient une religion, je suis pas là pour faire du prosélytisme, mais avaient déjà une meilleure santé, euh, un meilleur vieillissement et souvent une vie plus longue que les autres, etc. Donc, il y a eu plein d'expériences sur les groupes de prière, d'études qui ont montré les résultats. Donc tout ça, je mets aussi ces études
études en avant pour que, ne pas que le lecteur considère que c'est simplement des élucubrations de Luc Baudin qui, etc. Non, Alors, non, justement, on va y venir parce c'est que toujours les pieds sur terre. voilà, justement, on va y venir. C'est vrai qu'en plus bah, des témoignages, des expériences vécues avec tes patients et puis avec tes consultants, tu donnes beaucoup de références, de citations, tout le long du livre. Et avant d'arriver au spirituel, parce qu'on va y venir, tu penses bien, je voulais te poser une question. Qu'as-tu trouvé dans la médecine holistique que tu n'as pas trouvé dans la médecine moderne dite allopathique? Ah bah, j'ai trouvé une foultitude de choses en fait. J'ai trouvé une foultitude de choses parce que la médecine, d'ailleurs je le dis souvent, c'est quand j'ai fait mes études de médecine et au début j'ai perdu complètement toute ma foi, toute ma spiritualité. J'avais été, j'avais vécu dans une famille chrétienne, j'avais suivi mes études chez les franciscains, mais là c'était le grand out parce que d'un seul coup, tout était explicable uniquement par la matière. Là Mm. encore, même aujourd'hui, on nous dit aussi la pensée, la conscience, c'est dans le cerveau, cherchez pas ailleurs. Si on meurt et que notre conscience s'en va ailleurs, ça, par contre, Tu on pas s'en va l'expliquer. avec le cerveau sous le bras. Mais bon, là, là, donc, au fur et à mesure, j'ai retrouvé cette notion spirituelle. Et là, par exemple, dans la médecine naturelle, j'ai commencé, il y a des aspects qu'on ne parle pas avec la médecine conventionnelle, par exemple l'acidose du terrain, la notion du terrain qui est très important parce que ça explique pourquoi des remèdes peuvent fonctionner chez l'un mais pas chez l'autre. Donc ça aussi. Après ça, il y a bien sûr, on parle du bout des lèvres en médecine conventionnelle, mais ça commence à prendre plus de place et là j'en suis très heureux. Mais sur la puissance de la pensée avec l'effet placebo, les médecins n'aiment pas parler du effet placebo parce que ils n'arrivent pas à le contrôler, etc. Et donc, c'est très aléatoire et ça peut monter jusqu'à 60% de l'efficacité. Il y a même la puissance de la pensée sur le corps qu'on voit avec la sophrologie. Donc, il y a plein de choses qui m'ont montré la puissance de la pensée. Et puis, j'ai eu une grande révélation, c'est quand j'ai suivi une formation sur ce qu'on appelle beaucoup maintenant le décodage biologique ou la symbolique des maladies. Moi, j'appelle ça plutôt la symbolique des maladies, mais moi, c'était avec le précurseur, c'était le docteur Alors, Hamel qui nous avait formé. alors, on va y venir, parce qu'on va y venir, parce que c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Mais juste avant d'arriver là, à ce point-là, on arrive quasiment au milieu du livre. Pour moi, j'ai trouvé que c'était la charnière en fait entre la première grosse partie et puis bah, l'énergétique, spirituelle, qu'on va parler de manière plus approfondie maintenant, où tu évoques le facteur déclenchant. C'est vrai que en médecine conventionnelle, on va pas le chercher, ce facteur déclenchant. On va traiter le symptôme et puis ça revient, on retraite le symptôme à nouveau. Alors qu'en holistique, c'est ce qu'on va essayer de trouver. On va investiguer pour trouver l'origine de la cause pour pouvoir ensuite venir traiter en apportant du confort si les symptômes sont douloureux, etc. De manière naturelle. Alors, tu vas me dérouler des arguments bien étayés pour démontrer que chaque pathologie, justement, a une symbolique et que dans la grande majorité des cas, pour pas dire tous les cas, l'origine des maladies vient des émotions, donc des énergies. Et d'ailleurs, tu as écrit un livre là-dessus que je vais montrer également. Je m'en sers très régulièrement, qui s'appelle Découvrir le sens caché des maladies. Donc, toujours aux éditions de Trait Daniel, que j'invite tout le monde à se le procurer. C'est vraiment très, très, très intéressant. Et donc, justement, donc facteur déclenchant, on arrive au fait que chaque pathologie, chaque trouble a une symbolique. Comment en es-tu arrivé là, à cette conclusion? Bon, tu sais, toujours dans mon domaine de curiosité, comme je te dis, j'ai entendu parler du docteur Hammer à l'époque, et j'ai été prendre ma valise et puis j'ai été suivre plusieurs formations avec lui.
D'ailleurs, un grand nombre de gens qui font du décodage biologique aujourd'hui, qui ont un peu pignon sur rue, si je peux dire, je les ai connus quand on était là-bas. Alors, Hammer a été à deux facettes, hein, faut bien le dire tout de suite. Il y a une facette qui est remarquable, qui a amené au décodage biologique, etc., à la symbolique, etc. Donc, j'y reviens tout de suite. Et l'autre facette qui était obscure, en ce sens qu'il était, lui, considérait que le choc émotionnel était la cause de la maladie et non pas le facteur déclenchant. Et en plus de ça, à partir du moment où on avait la cause, on connaissait la cause, on était guéri. C'est pas parce qu'on a la cause qu'on a solutionné le problème et qu'on a guéri. Et donc, il a fait arrêter les traitements à grand nombre enfin, à grand nombre, à quelques personnes et qui sont mortes par la suite de manque de soins. Et donc, Hammer a été condamné par la suite, certainement, à mon sens, j'ai pas suivi l'histoire parce que c'est pas trop ma manière c'est pas, ça m'intéresse pas trop ce genre de choses, mais il a été condamné, certainement, pour des raisons justes. Donc, par contre, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire que tout le côté symbolique, décodage biologique qu'on appelle la nouvelle médecine, comme lui l'appelait à l'époque, eh bien, elle a été une révélation pour moi. Elle a été une révélation pour moi en ce sens que, en médecine, par exemple, on m'a appris les maladies. D'accord. Qu'est-ce qu'un homme sain? En médecine, c'est pas compliqué. Un homme sain, c'est un homme qui n'est pas malade. Voilà, donc c'est pas compliqué. Donc après ça, les maladies, vous avez les maladies, oui, on a l'allergie, on a la gastrite, on a l'infection, on a la maladie auto-immune, on a le cancer, mais toutes ces maladies, elles sont placées les unes à côté des autres, qui vont toucher tel ou tel organe. Seul point commun, c'est l'être humain, mais comment qu'elles sont liées, etc. Et avec cette approche du choc émotionnel déclencheur, j'insiste toujours, eh bien, ça m'a permis de revoir la médecine en une seule unité. Bon, c'était extrêmement intéressant. Alors, je me suis posé la question à un moment en me disant, parce que tout ce qu'il m'a décrit d'ailleurs, et que j'ai une grande partie, je les relance dans ce livre, il y en a d'autres, j'ai été aussi en avance toujours un peu plus loin, mais je les ai étudiés avec mes patients Mm. sur mes patients qui avaient des pathologies, etc. Et j'ai retrouvé pratiquement dans 80, 90, voire davantage, le facteur déclenchant qui était apparu dans les 3 mois précédents. Souvent, c'est un petit peu plus loin, mais c'est souvent dans ces cas-là. La médecine ne reconnaît pas les facteurs déclenchants de ce genre de choses. Ils ne reconnaissent pas ça. Ils reconnaissent par contre, la plupart reconnaissent malgré tout que le patient a eu une période tumultueuse au niveau Mm. psychologique dans les mois précédents, mais c'est tout. Alors, comment la médecine parle du fait que c'est la mauvaise alimentation, l'addiction, etc., le tabac, etc., qui est la cause. La médecine naturelle va parler plus du terrain, de l'acidose, des toxines. Le décodage va dire que c'est le facteur déclenchant. L'énergétique va dire que c'est un blocage énergétique. Et en fait, quand j'ai étudié chacun d'eux, je m'apercevais ils avaient raison. Ils avaient raison quelque part. Mais comment allier tout ça? Alors, moi, ce que j'ai trouvé, après ça, c'est mon opinion, c'est que nous sommes tous autant que nous sommes super encrassés. Mm. Si on faisait des prises de sang, on serait très curieux. On aurait certainement une grande surprise de découvrir qu'on a plein de pesticides dans le corps, sans parler. Maintenant, on a des microplastiques, on a plein de trucs, etc. Mais on vit. On vit à peu près, on a des petits trucs, des petits machins, mais on vit. Mais c'est là, pour moi, c'est le baril de poudre. En médecine naturelle, on va parler du terrain, on va parler des toxines, on va parler de tout ça, mais grosso modo, on est sur le même ordre de pensée. Et puis, donc, ce baril de poudre, on se tient, etc. Et arrive un choc émotionnel. Un choc émotionnel puissant, et si bien que ce choc émotionnel va entraîner un blocage énergétique sur un organe particulier. Cet organe particulier va à ce moment-là attirer toutes les toxines, tous les polluants sur lui Mm. à cause de ce blocage. Et il attire tous les polluants et ces polluants vont ainsi détériorer la cellule, l'organe et favoriser la maladie. Donc d'un seul coup, tout ça, ça se tient. Et c'est pour ça que la médecine a raison en parlant de tous ces facteurs de tous ces facteurs causaux de la maladie. Mais le facteur déclenchant est très important à rechercher. Mais je dirais qu'il n'y a pas que lui qui est important, parce qu'il y a le facteur déclenchant qui est important, qui va nous donner une idée. Après ça, ça va être aussi l'organe qui est touché.
Pourquoi, par exemple, un fumeur va faire un cancer plutôt sur la gorge ou dans la bouche ou sur le poumon, voire dans la vessie? La médecine le constate et n'a pas d'explication. Donc après ça, la médecine naturelle parlera de terrain, la médecine, le décodage biologique parlera, il y a eu un conflit qui a été en rapport, par exemple, avec un conflit de limite de territoire dans en professionnel, et si bien que ça s'est porté sur la vessie. Donc tout ça, ça explique bien. Mais il faut savoir aussi, ça j'insiste, pour ceux qui m'écoutent et qui seraient thérapeutes, etc., il y a un point très important, c'est que le facteur déclenchant, bien sûr, il va falloir le soigner au même titre qu'on va soigner le cancer, la maladie, etc., et les facteurs les causaux. Et donc, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le facteur déclenchant, il n'est pas arrivé comme ça par hasard chez une personne donnée. C'est qu'il y a eu souvent ce qu'on appelle aujourd'hui un programmant, qui remonte encore à plus loin, qui remonte peut-être à la petite enfance. On peut même peut-être penser que ça remonte dans des vies antérieures ou dans la généalogie. Et c'est le programmant qui a fragilisé la personne et qui a fait que quand elle a vécu une situation en correspondance, elle a fait, c'était si conflictuel qu'elle en a fait une maladie. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi, si on n'enlève que le facteur déclenchant sans enlever le programmant, le verre est toujours dans le fruit. Donc il Ouais. faut remonter jusqu'à l'origine première et ça c'est très très important. Ouais. Et quand on parle de transgénérationnel, si c'est pas déprogrammé, reprogrammé, ça va revenir par cycle. Donc, Oui, oui, tout à fait. c'est Les vraiment très conflits important. reviennent toujours par cycle plus ou moins rapprochés selon les situations de quelques années, voire d'une décennie, etc. Et c'est pour ça que la, la- le décodage biologique, moi j'appelle ça plutôt la symbolique des maladies, parce que j'aime pas trop le mot décodage, etc. Mais je l'emploie parce qu'il est souvent mieux connu, plus connu. Mais la symbolique des maladies est très très importante parce que la personne qui est souffrante, doit à la fois soigner sur le plan physique, médecine conventionnelle, etc., mais je dois changer des choses sur le plan physique, mais aussi changer sur le plan psychologique. Psychologique, et à ce moment-là, par exemple, une personne qui a une douleur de genou, bien sûr, on va soigner sur le plan avec peut-être des massages, peut-être une immobilisation, peut-être des anti-inflammatoires, peut-être des plantes, peut-être de l'acupuncture, etc. Mais si elle a douleur de genou, c'est qu'elle est trop rigide sur certaines de ses positions, de ses décisions. Donc il faut qu'elle assouplisse sa manière de voir, sa manière de faire, etc. C'est ça que lui demande la maladie. Donc de la soigner sur le plan physique, c'est bien, mais si elle ne change pas sur le plan psychologique, d'assouplir ses positions ou ses décisions, ça reviendra. Et donc les deux doivent être traités en même temps. Et je sais que tu as une question qui te brûle les lèvres. Alors, c'est pas tellement une question, c'est pour aller dans la continuité de ce que tu dis, c'est que non seulement c'est important de traiter les deux, mais en plus, elle saura la prochaine fois comment gérer cette émotion-là, comment gérer cette situation-là pour pas que la douleur ne revienne au même endroit, l'impacter au même endroit. Et ça, c'est vraiment très important parce que des fois, effectivement, on voit des personnes qui ont toujours mal au genou par période. Quand on creuse, on arrive à faire effectivement le lien avec une situation donnée qui est toujours la même si c'est pas les mêmes personnes, même si la première était au travail, et la deuxième fois, ça revient, mais c'est dans la famille, quand on parle de vessie, c'est ne pas trouver sa place. Donc, on peut ne pas trouver sa place au travail et puis ne pas trouver sa place au sein au niveau social, etc. Et donc, on va avoir la même maladie qui va revenir alors que la situation est totalement différente. Donc, effectivement, en travaillant sur ces deux aspects-là, et ben, ça nous permet aussi de travailler sur la gestion de nos émotions et d'éviter de mal gérer une troisième fois. Donc, Oui, oui. c'est ça que je fais. Je vais me donner un petit exemple personnel. C'est que quand ça me chatouille de temps en temps au niveau lombaire, comme ça arrive un petit peu à tout le monde, eh bien, à ce moment-là, je fais le point. Et je me dis, bon, là, c'est que j'ai un choix, j'ai un dilemme, j'ai un choix de vie, une direction à prendre, à choisir. C'est pas forcément quelque chose de très important parce que c'est une petite douleur qui est passagère, mais j'ai un choix. Et je suis entre deux choix de direction de ma vie. Et c'est ça ce
qu'est en train de me dire mon corps. Et il Mm. dit, il faut que tu fasses le choix. Donc là, je prends le temps à ce moment-là de dire, OK, j'ai entendu, donc je prends cette direction-là. Je décide de faire ça, de décide de prendre la route, de faire ce choix. Et en général, le problème lombaire, le problème de douleur disparaît dans les heures qui suivent. C'est pour ça que je l'ai souvent à côté de moi, parce que des fois, on est trop happé par la vie familiale, par le travail, etc. Et puis des douleurs apparaissent et c'est vrai que bah, on se dit pas tout de suite, ah, c'est quoi la symbolique? Et puis Hmm. quand ça commence vraiment à chatouiller fort, je le prends, je regarde. Donc c'est Oui, vraiment très ce qui est important de l'avoir. important aussi dans la symbolique, malgré tout, c'est que euh, il peut y avoir plusieurs explications pour un même organe qui est touché. Par exemple, un cancer de sein, le sein, il peut y avoir bien sûr les glandes galactophores, les canaux galactophores, mais il peut y avoir aussi le tissu conjonctif, il peut y avoir le tissu graisseux, il peut y avoir des nerfs, des artères, la peau qui est touchée. Donc, selon le tissu, ce ne sera pas forcément tout à fait le même conflit qui s'est en rapport. Donc c'est pour ça aussi qui est intéressant, c'est il y a la symbolique et comme on le disait, c'était le choc émotionnel qui lui nous éclaire beaucoup. Mais Mm. quoi qu'il en soit, ce qui est toujours intéressant, c'est à bien comprendre, c'est que quand on trouve une symbolique à sa maladie, il faut que ça résonne en nous. En général, ça résonne en nous. Mm. Si ça résonne pas en disant oui, peut-être, machin, etc., ça veut dire qu'on n'est pas tombé sur la bonne explication et qu'il faut continuer de chercher. Tout à fait. Alors, après le facteur déclenchant, donc on arrive en plein dedans, hein, on arrive dans vraiment les différentes thérapies énergétiques et spirituelles. Donc, tu nous parles pour la partie spirituelle, méditation, chamanisme, prière de guérison, pour lesquels tu délivres des petits exercices en plus. Donc, tu es très généreux parce que, en plus des témoignages, des citations, tu nous délivres des petits exercices à pratiquer. Et j'ai envie de dire que tu nous mets un peu au défi, c'est-à-dire, ah bon, vous me croyez pas? Eh ben, essayez et vous verrez que ça va marcher. Et j'ai trouvé ça extraordinaire parce que ils sont très très faciles en plus à pratiquer. Donc et en plus on a les résultats. Donc enfin c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est pas Luc Baudin qui sort ça de son chapeau et qui le dit et donc c'est la Bible. C'est que c'est vraiment bien étayé avec différentes méthodes en plus tous tes propos et tous les arguments que tu avances. Oui, oui, parce que le mieux, c'est d'ailleurs ce que je conseille toujours quand là je fais plus de stages en présentiel, mais même quand je fais mes stages, mes formations en ligne, je dis toujours, ne croyez rien de ce que je dis, expérimentez-le, vérifiez-le. Ok, on va replacer les corps subtils. Ok, bah maintenant, je vous ai montré comment les ressentir. Et bien maintenant, revérifiez qu'ils soient bien placés. Faites revérifier, vous ressentez les corps subtils. Ok, si vous êtes radiesthésiste, vérifiez si c'est bien au bon endroit, etc. Checkez. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que de l'autre côté, c'est que les choses c'est simple, c'est pas compliqué. L'énergie, c'est beau, c'est pratique, c'est joyeux. Et la clé, en fait, dans les énergies, pour les énergies, c'est tout simplement de commencer par demander. Après ça, il faut savoir ce qu'on veut demander, évidemment. C'est pour ça qu'il faut un peu les connaissances dans les soins énergétiques pour le faire. Mais après, une fois qu'on a cette connaissance, il suffit de demander. C'est un peu comme de capter les énergies. Si on se reste là comme ça en disant je vais recevoir les énergies, on risque d'attendre longtemps. Si on demande à les recevoir, on les a immédiatement. Et on le sent, ça aussi. Ça s'invente pas, c'est quelque chose qui est comme ça. Voilà. Donc l'énergie, c'est toujours quelque chose d'extrêmement joyeux et comme il y a une évolution fantastique au niveau des énergies, des individus aussi, des êtres humains qui évoluent parce que là, par exemple, euh, aujourd'hui, je peux affirmer, je dis bien affirmer, que 100% des personnes sont capables de sentir les énergies, de percevoir les énergies, de percevoir les auras, de percevoir tout ça. Il suffit d'un petit apprentissage. Et quand je faisais des formations en présentiel, le petit apprentissage, il durait Ouais. en 5 heures, en 5 jours, 5 minutes. Ouais. Même pas 5 minutes. Parce que Mm. mon travail était simplement de dire là, tu demandes, là, ce que tu perçois, c'est exactement ça. Voilà. Donc, tout le monde est 100%. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, ça n'aurait pas été le cas, hein.
il y aurait eu beaucoup de personnes qui n'auraient pas été capables. Donc, on a des capacités qui sont accrues de resensibilité et les soins énergétiques sont également eux-mêmes devenus de plus en plus faciles à réaliser. Et c'est pour ça que ça peut faire partie aussi, et ça devrait d'ailleurs faire partie aussi de, des techniques qu'on devrait utiliser soi-même pour développer son pouvoir guérisseur. Et c'est une chance de pouvoir l'avoir, de pouvoir avoir un accès aussi facilement aujourd'hui. Merci l'univers, c'est vraiment une chance pour tout le monde. Donc effectivement, Oui, comme tu dis, parce que il y ne a un serait-ce que travail d'introspection et oui, de pouvoir se retrouver un petit peu en silence et avec soi-même pour pouvoir demander et pouvoir écouter et observer et ressentir. Mais oui, comme tu dis, ça prend 5 minutes. ça prend 5 minutes et remonter son niveau vibratoire, simplement remonter son niveau vibratoire quand on est fatigué, quand on commence à avoir, quand on a un petit coup de froid qui arrive ou quand on est malade tout simplement, remonter son niveau vibratoire au niveau vibratoire de la santé, Mm. ça permet au corps de relancer tous ces processus d'autoréparation. Donc c'est quelque chose d'extrêmement simple, mais bien sûr, il peut y avoir un thérapeute qui va transmettre les énergies, qui va le faire, mais il va le faire une fois. Tandis que quand on le fait soi-même, on peut le faire tous les jours pour maintenir son niveau vibratoire, et ça, c'est extrêmement intéressant. Tout à fait. Alors, on va aborder un autre point qui m'intéresse particulièrement, et c'est pour ça que je t'invite à développer. Tu évoques la puissance de la pensée. Donc, c'est un vaste sujet qui personnellement me passionne. Et donc, ma question est la suivante, c'est quel rôle jouent en fait nos pensées dans le processus de guérison? Donc, déjà, on va dire pour ceux qui n'ont pas les capacités de développer des pensées positives, optimistes, etc. Je dirais que ne dramatisons pas, c'est pas une obligation de ce genre de choses, mais c'est évident que lorsqu'on les pessimistes ont tendance à avoir peut-être des défenses immunitaires moins développées, ça ne veut pas dire pas développées non plus. Donc c'est tout ce qui est pensée positive. Donc on sait qu'on connaît le placebo, bien sûr, qui est 30 à 60%. Le placebo, il se fait spontanément, oui, c'est vrai. Mais d'un autre côté, on peut en plus le favoriser, le développer en croyant en son médecin, en croyant en son équipe soignante, aux remèdes qu'on est en train de prendre, que ce soit conventionnel, non conventionnel, à la thérapie qu'on va suivre. Donc, si on accueille tout ça avec optimisme, chaleur, etc., donc on va euh, et améliorer encore l'effet placebo et augmenter. Et de même, si le thérapeute et le médecin croient vraiment à ce qu'il est en train de faire et de donner, là aussi, ça va y contribuer. La pensée, elle agit sur tout, même ça agit sur notre ADN, c'est-à-dire que quand on est joyeux, optimiste, etc., l'ADN expire, là, vous savez, c'est des petits ressorts, je dirais, eh bien, ça a tendance à se dilater, et donc les gènes sont plus facilement accessibles. Tandis que quand on est stressé, angoissé dans la peur, tout ça, ça se resserre. Mm. Donc, on sait que le stress fait baisser l'immunité, donc favorise aussi, par exemple, les infections. Et donc, là encore, c'est logique d'être stressé dans une maladie, surtout une maladie importante, d'être choqué, même le choc du diagnostic du cancer, tous les patients le disent bien. Et donc, il faut travailler là-dessus, travailler sur ces éléments et travailler aussi sur tous les éléments, les vieux conflits, les vieux nanars, etc. Parce que ça aussi sont des boulets qu'on a au pied et quand on est malade, on a autre chose à faire que de ressasser des vieux conflits, etc. Quand on est malade, on doit considérer que notre corps, c'est un temple et ne faire rentrer que le bon. Et c'est pour ça que la pensée est importante et la pensée positive. Monsieur Coué a été le précurseur, mais la pensée est déjà importante et on peut rajouter derrière la visualisation qui est encore plus importante. La visualisation, c'est-à-dire par exemple, c'est pas de ne pas de se voir non malade, c'est de se voir
bonne santé. Donc ça va, on parlait de la sophrologie, il y a la méditation, il y a les activités artistiques, il y a les balades dans la nature, tout ça, ça nous aide. Et ne pas hésiter à se mettre dans la joie, dans le bonheur, parce qu'on sait aussi que tout ça, c'est des éléments. Donc le rire, l'humour, regarder des films positifs, regarder des choses joyeuses et enlever tout ce qui peut être négatif, même dans son environnement, d'enlever tout ce qui fait de la peine dans les souvenirs, etc., mettre de la couleur, de la lumière. Faut que tout ça, ça s'imprègne en nous et ça agit sur notre psychisme et ça contribue à nous renforcer, à renforcer notre joie, notre bonheur et donc monter notre niveau vibratoire et puis relancer nos processus de guérison, notre immunité, etc. Et en plus, on va pouvoir envoyer aux autres également cette joie. Ah, ah. Alors là, si tu vas dans ce domaine-là, oui, parce qu'en fait, c'est ce que j'énumère c'est que la pensée, elle agit sur nous. Ah, je viens d'en expliquer déjà pas mal. On a les preuves que notre pensée agit sur les autres. Il y a eu une étude comme ça qui était Le bonheur est contagieux, qui a été une étude qui a suivi 4000 personnes pendant 10 ans. Donc, c'est pas négligeable. Notre pensée agit sur la matière. Donc, on l'a vu avec les travaux de Masuro Emoto, on le voit aussi avec les travaux tout simplement des physiciens quantiques, etc. Et après ça, notre vie, par ce biais-là, agit également sur notre vie. Donc, On est obligé de survoler parce qu'il y a quand même 340 pages, donc on ne peut pas tout décortiquer. Donc j'ai essayé de ressortir ce qui résonnait en moi et ce qui me semblait pas plus important parce que tout est important, mais j'ai essayé de faire des focus sur pas mal de choses. Et là, je voudrais te poser une question en tant qu'ancien médecin. Je pense que tu es la personne la plus à même à pouvoir apporter cette réponse. D'ailleurs, tu l'apportes dans ton livre, tu la donnes. En tant qu'ancien médecin devenu thérapeute, énergéticien, entre autres choses, mais par rapport à ce livre, je vais te demander qui a les capacités de guérir le malade? Est-ce le médecin, le thérapeute, les plantes, les soins naturels, les soins chimiques ou le malade lui-même? Il n'y a qu'une seule réponse, c'est le malade. C'est le malade qui guérit. C'est le malade. Et c'est pour ça que la personne malade doit être active, quelle que soit sa maladie, dans son traitement. Les médecins, avec les médecines conventionnelles, les thérapies, etc., les thérapeutes, tout ça sont des personnes qui vont aider la personne sur son chemin de guérison. Mais qui est-ce qui va faire ce chemin? C'est la personne qui va aller travailler modifier son mode de vie, prendre un mode de vie sain, changer sa manière de penser par rapport à la symbolique des maladies, etc. Aider, travailler sur ses énergies, remonter ses énergies. On peut faire déjà beaucoup de choses par soi-même. Travailler aussi, rechercher le sens. Donc on parle de sens de sa maladie, mais on va rechercher le sens de sa vie. On va rechercher le sens de la vie, rechercher le sens aussi de savoir est-ce qu'il y a quelque chose après la vie, est-ce qu'il y a une vie après la vie, etc. Parce que même beaucoup de personnes peuvent se dire oui, mais moi je suis déjà dans une religion, etc. Oui, c'est très bien, il n'y a pas de mauvais chemin, il n'y a que des chemins différents. Mais ce qui est important, c'est que la religion que la personne pratique soit vécue non pas intellectuellement, mais véritablement avec le cœur. Et c'est ça que ça doit venir du cœur et que ça doit résonner, ça ne doit pas être quelque chose qui est imposé par des règles ou des dogmes, etc. C'est vraiment quelque chose que la personne vit dans son intérieur. Parce qu'il y a un petit élément dont je voudrais ajouter, donc, par rapport à la symbolique des maladies, parce que j'ai toujours été l'enquiquineur, je suis un peu comme les gamins, vous savez, c'est que ils sont pourquoi le ciel est bleu et pourquoi et pourquoi et pourquoi. Donc, il y a des fois on s'arrache les cheveux, les questions sont tellement pertinentes qu'on peut pas, on peut pas lui dire va voir ailleurs si j'y suis, mais les questions sont pertinentes, mais souvent ce sont des questions qu'on ne s'est jamais posées ou à tort. Et donc, je me posais la question, OK, la symbolique. La symbolique, mais il faut aller au-delà de la symbolique. C'est-à-dire que la symbolique, par exemple, j'ai un choix de vie.
j'ai un choix et je ne sais pas quel est le choix et ça me retentit sur les lombaires. Je suis trop rigide sur mes positions, donc on me demande d'assouplir. Mais pourquoi? Si on va encore plus loin, qu'est-ce que ça va faire si je change, si j'effectue ce changement? Eh bien, si j'effectue ce changement, ça veut dire que quelque part, je vais reprendre, là, c'est notre être qui est en train de nous parler, tout simplement pour nous dire, change, et si tu fais ce changement dans le sens que je t'indique, à ce moment-là, tu vas reprendre ton chemin de vie. Mm. Ah. Donc c'est une punition? Non, absolument pas. La maladie n'est pas une punition. C'est notre être il a tenté mille façons de nous éclairer dans le passé avec des petits mots, des synchronicités, des situations, etc. Et on n'a pas voulu les entendre. Donc il finit par déclencher une maladie pour nous obliger à comprendre, à prendre le temps de réfléchir et de changer. C'est pas une punition parce que là, ce qu'il nous demande, c'est de changer pour retrouver notre chemin de vie. Mais en trouvant notre chemin de vie, on retrouve notre chemin du bonheur. Et en retrouvant notre chemin du bonheur, bien souvent, ça nous conduit à la spiritualité, à se poser les questions dont on parlait tout à l'heure, à ouvrir. Donc c'est pour ça que tout ce chemin nous amène vers un état spirituel. Et c'est là que doit se placer le patient dans ses modifications, tant sur le plan physique que psychologique que émotionnel en solutionnant les conflits, etc., comme je l'ai expliqué, énergétique, ce qu'elle peut faire par elle-même ou être aidée, et spirituel. Spirituel, c'est, on parle toujours de l'éveil spirituel, c'est un gros mot, je le dis tout de suite, c'est un grand mot qui veut simplement dire, sans chercher plus loin, c'est le jour où on commence à se poser des questions sur la vie. Qu'est-ce que c'est que la mort? Qu'est-ce qu'il y a après la mort, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus subtil derrière la matérialité? C'est simplement ça, l'éveil spirituel. Après ça, c'est le cheminement qu'on va faire, qui est un cheminement personnel, comme dans le chemin de guérison, comme dans la spiritualité, parce que les réponses que vous aurez, que le patient aura, c'est pas les miennes, c'est pas celles de Carmen, c'est les siennes qui seront propres et ce sera très bien comme ça. Mais seulement, l'important, c'est d'y réfléchir et d'avancer. Et puis, je dirais qu'on n'a pas trop toute sa vie pour y réfléchir à ça, hein. Alors, tu l'illustres en plus dans ton livre en citant Carl Jung. Page 335, tu le cites en disant, nous ne sommes pas là pour guérir de nos maladies, mais nos maladies sont là pour nous guérir. Mm. Voilà. Et je rebondirai sur une autre citation que je cite aussi dans le livre d'un monsieur que j'affectionne particulièrement, c'est Édouard Bach, docteur Édouard Bach, qui est le père des petites plantes et des petites fleurs qu'on connaît tous, mais ce qui est beaucoup moins connu, c'est tout son travail qu'il a fait à côté au niveau psychologie, sa philosophie, etc. Et lui, il disait, et ça, je pense que c'est important que de le noter en grand dans sa tête. C'est que nous tombons malades parce que nos actions dans la vie quotidienne, dans le présent, dans la vie matérielle, ne sont pas en adéquation avec nos aspirations profondes. C'est-à-dire que nous avons des aspirations, notre cœur nous dit, notre cœur nous dirige, etc. On a envie de développer nos rêves, tout simplement. Et là, on les bloque pour répondre aux aspirations de non plus les nôtres, mais les aspirations que nous montre, voire nous impose la société. Développe ton compte en banque, achète une grosse voiture, monte au niveau social, etc. Donc là, on fait des choix qui vont être des choix sociétaux, mais ne sont pas des choix de notre être et de notre âme. Et c'est pour ça que notre âme et notre être souffrent. Et quand notre être souffre, à ce moment-là, là, il passe des messages, il nous passe des messages pour que nous changions de route. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, les petites voix, les synchronicités, les situations, etc. Et de fil en aiguille, si on n'entend toujours pas les différents appels au cours des mois, des années qui suivent, il finit par l'inscrire dans le corps avec des petits trucs, une petite douleur d'épaule, une petite gastrite, etc. Et à force, ça peut générer, toujours si on n'entend pas, vers des maladies plus importantes. Ça, c'est l'explication véritable du sens de la maladie. C'est l'origine première. Mais qu'on soit bien d'accord, c'est pas parce que c'est une souffrance de l'âme, etc., et je pense que le corps serait capable même de faire des guérisons miraculeuses, mais ça n'empêche pas qu'il faut toujours travailler sur développer cet aspect-là, mais
ça n'empêche absolument pas, au contraire, de continuer à prendre ces traitements conventionnels, naturels, etc. C'est des choses qui sont, il faut travailler sur tous les plans quand on est malade, c'est-à-dire sur le plan physique, avec les médecines conventionnelles ou naturelles, sur le plan émotionnel, psychologique, sur le plan énergétique et sur le plan spirituel. Donc c'est tous ces plans-là, la guérison arrivera, mais c'est le chemin que doit faire le patient. Les médecins, les thérapeutes sont là pour l'aider, le conseiller, lui renforcer son corps et ses défenses immunitaires, mais c'est le patient qui va guérir. En définitive, c'est lui qui fait. Et d'ailleurs, dans ton élan de générosité vers la fin du livre, pour nous aider justement à activer ces capacités, ce pouvoir guérisseur en nous, enfin j'appellerais plutôt de capacité d'auto-guérison, tu nous donnes des techniques donc pour commencer, savoir comment commencer, à quel moment quoi faire, donc des indications, des conseils, des astuces, vraiment des protocoles bienveillants, que ce soit d'un point de vue alimentation, hygiène de vie, énergétique, spirituel. Et donc, c'est quand même quelques pages hein, que tu nous offres comme ça pour qu'on puisse justement réussir à développer notre pouvoir de guérison. Oui, ben, ce livre, là, ça prend un bon nombre de pages, Ouais. évidemment, par rapport c'est un thème fondamental du livre. Et ce qu'il faut voir, c'est que moi, ce que je vois, c'est toujours d'être pratico-pratique. Oui, bien sûr, j'ai parlé des différentes approches de la pensée, des prières, de la spiritualité, etc. J'ai parlé de tout ça, j'ai expliqué leurs bienfaits et comment on peut développer leur usage et faire en sorte que ce soit mieux. Mais en définitive, comment on fait? Donc c'est un peu l'élément que j'ai voulu aussi réaliser, tout en sachant que il faut pas non plus se dire, allez, je remonte les manches et je vais faire tout ça à la fois. Non. Faut jamais rien forcer. Faut que les choses se placent tranquillement. C'est un peu comme quand on change une alimentation. Faut pas tout vouloir changer d'un coup. On va les modifier un petit peu. Un peu comme de travailler sur un changement de pensée. On va pas le faire tout douce. On va pas le faire tout d'un seul coup. Ça va se faire tout doucement. Quand on travaille sur nos conflits anciens, etc. Et puis on va développer ça aujourd'hui. Puis on va travailler plus sur la demain, etc. Donc il n'y a pas non plus. Faut pas se mettre d'obligation. Là encore, je montre des solutions, des techniques, des pratiques mais après, aux personnes de les adapter tranquillement dans leur vie, les unes après les autres, sans forcer. Faut toujours travailler avec beaucoup de douceur et de bienveillance par rapport à notre corps, notre esprit, notre être. Ça me paraît très important. Et répondre aux aspirations du cœur. Le cœur, notre intuition nous dit par où il faut aller. Il suffit de l'écouter. Alors, je dois t'avouer quelque chose, c'est que en préparant donc l'interview, on me représentait ce livre. J'ai eu un triangle en fait qui m'est venu, extraordinaire, parce que ce triangle-là, effectivement, c'était âme, corps et esprit, et c'est vraiment ce qui m'est venu avant de lire ce chapitre pratique et avant d'arriver juste avant la conclusion, où d'ailleurs tu cites Édouard Bach qui dit, tant que l'âme, le corps et l'esprit sont en harmonie, rien ne peut nous affecter. Oui, le triangle est important tout en mettant toujours l'âme au-dessus. Oui. Toujours important parce que c'est l'âme, l'être intérieur, l'être comme on veut. C'est pas la conscience, chacun appellera ça comme il veut. Pour moi, c'est des choses un peu différentes, mais c'est l'âme et comme je le disais tout à l'heure, c'est la souffrance de l'âme qui est souvent le point de départ de tout le reste parce que quand on répond pas aux appels de nos aspirations, quand on ne suit pas notre chemin de vie et on va suivre les chemins de la vie, de la vie moderne, et on va croire qu'on est heureux, mais en fait, on ne l'est pas. On est toujours dans une insatisfaction qu'on essaie de combler avec des achats de choses et d'autres, mais on est toujours dans cette insatisfaction. Et donc, notre être, il est dans le mal-être quelque part. On est dans un mal-être. Et d'ailleurs, si on regarde bien, ce mal-être, qu'est-ce que ça va engendrer dans notre mode de vie? Eh bien, ce mal-être va faire qu'on va avoir tendance peut-être à faire des excès alimentaires, aux addictions
l'addiction au tabac, à l'alcool, etc. Ça va aussi favoriser éventuellement la sédentarité, la prise de poids. Donc on retrouve les facteurs déclenchants de la médecine conventionnelle qui ont été favorisés par ce mal-être. Et on va moins bien vivre, bien sûr, les contrariétés, il va y avoir beaucoup plus de conflits, etc. Donc on va mal vivre aussi sur le plan psychologique. Et tout ça, ça s'additionne et donc on comprend que les facteurs indiqués par la médecine conventionnelle sont justes, mais aussi on peut se poser la question de justement du rôle de ce mal-être fondamental d'origine, qui est à l'origine de tous ces dérèglements qu'il peut y avoir au niveau de notre mode de vie et notre mode de pensée, et qui favorise à ce moment-là la genèse de la maladie. Et c'est pour ça qu'en prenant conscience de ce mal-être, en changeant notre mode de vie et surtout en trouvant le sens de notre vie, c'est là l'essentiel. Une fois qu'on a trouvé le sens de notre vie, la direction à prendre dans notre vie, le reste se place tout seul, on n'a même pas besoin de... Et c'est pour vous donner un petit exemple de l'importance du but de sa vie. C'est qu'une étude, j'ai vu une étude, une seule, mais bon, c'est déjà ça, qui remonte maintenant à plusieurs décennies, et ils avaient étudié que les personnes âgées qui avaient un but dans leur vie avaient 2,8 fois moins de chances d'avoir une maladie d'Alzheimer que les autres. 2,8 fois moins de chances. Avoir un but, et c'est même dans la maladie, même dans le cancer, etc. Si les personnes se développent un but en se disant, moi, quand je serai guéri, je ferai ça dans ma vie, je vais organiser ça, etc. C'est un turbo qu'ils mettent dans le moteur de leur guérison. Après, là, tout ne nous appartient pas. Il y a aussi des Ouais. décisions là-haut, mais je pense que là aussi, j'explique un peu tout ça dans le livre, Oui, que même si les décisions là-haut, on peut toujours négocier. Eh oui. c'est vrai. Rien n'est immuable, effectivement. Alors, on arrive petit à petit vers la fin de cette interview. J'avais une question, une dernière question à te poser. Euh, Qu'est-ce qui t'a motivé à écrire ce livre et à qui s'adresse-t-il, Luc? Ce qui m'a motivé, c'était d'abord aider les personnes qui sont malades, quelle que soit leur maladie. Parce que là, j'ai donné tout un grand panel de thérapies plus ou moins connues et qui peuvent véritablement les aider dans des situations compliquées, dans beaucoup, beaucoup de maladies. Et puis après, de leur montrer comme quoi ils étaient au centre de leur traitement et que c'est pas les médecins, les thérapeutes, c'est à eux de se prendre en Mm. charge. Et donc, et c'est au travers de ça, je leur ai montré comment je leur ai expliqué comment notre corps est d'une puissance incroyable, il a des capacités incroyables, il y a des miracles, il y a des guérisons inexpliquées. Ouais. Et pourquoi il y aurait une guérison inexpliquée chez les autres et pas sur vous? Et donc, il n'y a aucune raison. Et donc, plutôt, regardons ce qui a amené ces guérisons, ce qui a favorisé c'est la survenue de ça, et ce qui permet de développer son pouvoir guérisseur. Et donc là, c'était d'abord pour les patients, pour toutes les maladies, surtout les maladies qui sont compliquées, que les maladies chroniques, même un diabète par exemple, une hypertension, on prend des médicaments, donc la médecine soigne, c'est bien, elle équilibre, elle soigne, c'est déjà extrêmement important, mais elle ne guérit pas. Elle va pas faire que la personne qui est diabétique ne le devient pas demain, ou une hypertendue redeviendra normotendue demain. Donc on équilibre, c'est bien, mais il faut aller plus loin. Moi, j'essaie toujours d'aller plus loin avec mes patients, d'essayer de trouver les moyens de véritablement guérir. La deuxième chose, si on n'y arrivait pas, parce que la guérison, comme je vous l'ai dit, ça dépend aussi du patient. C'est pas le thérapeute qui le fait, c'est un travail d'équipe avec le patient. Et donc ça, c'était pour surtout déjà les personnes malades, pour leur donner, leur montrer toutes les chances qu'il peut y avoir, tous les éléments qui peuvent les aider sur leur chemin de guérison. Et puis après ça, c'était aussi une bouteille à la mer pour tous les thérapeutes. Parce que là, il y a une foultitude de thérapies décrites, etc. Donc, n'hésitez pas à vous former, à vous informer de toutes ces thérapies qui peuvent véritablement, qui sont simples pour la plupart, Ouais.
et qui peuvent rendre vous rendre des services et à travers vous rendre des grands services à vos patients. Idem pour les médecins. Il y a un grand nombre, par exemple, on parlait des protéinogrammes, on parlait de la microimmunothérapie. Ce sont souvent la myothérapie. Autrefois, c'était des pratiques qui étaient surtout réservées à des médecins. Et maintenant, je pense que ça s'est ouvert au moins pour la myothérapie, mais c'est vraiment des thérapies que vous pouvez faire en tant que médecin et en complément de tout ce qu'on fait. Et puis enfin, et c'est le dernier point qui me paraît très important, c'est, OK, je suis bien portant. Bah, j'aimerais bien le rester. Qu'est-ce que je peux faire? La médecine me dit, faites attention à l'alimentation, attention à la sédentarité, arrêtez de fumer, etc. Oui, c'est juste, c'est très très juste. Si on sait que les personnes qui font pas ce mode de vie, etc., euh, on risque d'avoir un jour ou l'autre des problèmes de diabète, de cholestérol, d'hypertension, c'est vrai. Mais c'est pas parce qu'on fait un bon mode de vie ou de pas de fumer, etc., et qu'on ne sera pas malade. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres éléments à prendre en compte. Combien j'ai vu de personnes dans mon cabinet en disant, bah écoutez, docteur, j'ai un cancer qui vient de s'apparaître à tel ou tel endroit du corps, et pourtant j'ai toujours fait attention à ce que je mange. Je suis sportif, je fume pas, je bois pas, etc. Et pourtant j'ai ça. Je comprends pas. Parce qu'il y a d'autres éléments qui sont et que je décris justement dans ce livre, qu'on a déjà un peu survolé Oui, au cours, et c'est qui sont des éléments extrêmement importants pour rester en bonne forme, rester en santé, parce que c'est pas non plus la garantie à 100% de ne pas tomber malade, parce que moi-même, imaginons que demain j'ai un gros choc violent, inattendu, etc., qui me bouleverse. Est-ce que est-ce que j'aurai les capacités pour y faire face assez rapidement pour que je génère pas une maladie? Mais ça n'empêche que, en tout cas, tu il y aura- auras les outils. pardon, j'aurai les outils. Exactement, exactement. Mais la première chose aussi à savoir, c'est que quand une personne est malade, la première chose et prochaine, c'est de savoir si la personne veut guérir. Exactement. Veut guérir. On considère que c'est une évidence, etc. Mais non, il y a pas, il y a des personnes qui ne veulent pas guérir ou qui trouvent que la maladie est une punition et qu'elles l'ont mérité et qu'à ce moment-là, elles se laissent aller, etc. Ou que la maladie ou que la vie ne vaut pas le coup d'être vécue, etc. Donc là aussi, il y a tout un cheminement de pensée dont je parle dans ce livre et qui est important mais je dirais l'important pour toutes les personnes qui nous écoutent, c'est d'essayer de discerner son chemin de vie, ce qui n'est pas ce que j'explique aussi, comment des petits tuyaux pour trouver déjà la direction, parce que le chemin de vie, on n'aura jamais le fil, la totalité, mais déjà la direction pour la prendre. Et puis, ben, je dirais quelque part, tout simplement. Commencer, et surtout qu'on est dans une période de décembre, et donc après les fêtes, etc., profitez. Soyez dans la joie, soyez dans le bonheur. Il y a des catastrophes, tout le monde, tout autour de nous, je le sais bien. Mais c'est profitez justement, on a la chance de pouvoir nous en profiter. Eh bien, vivons-le. Profitons. C'est pas de quoi demain sera fait. Et c'est pas parce qu'on se priverait de ça que ça rendrait les malheureux heureux. Donc, soyons heureux, envoyons plein d'amour à nos familles, à nos proches et à toute l'humanité. Et c'est ça ce qui nous est demandé, tout simplement. Alors, merci beaucoup, Luc, pour avoir accepté une fois de plus de venir parler de ton livre. Et cette fois-ci, vraiment, comme j'ai appelé à cœur ouvert. On va pas dévoiler tout de suite l'actualité de Luc Baudin en 2025. Il le fera sur ses réseaux, mais je peux vous dévoiler, je peux spoiler qu'il va beaucoup voyager. Voilà. Je voulais remercier chaleureusement donc Luc d'être venu et je voulais remercier donc tous ceux qui vont suivre et regarder cette interview. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à la regarder que moi j'ai eu à la réaliser avec Luc Baudin. Vous pouvez vous procurer, je vous incite à vous procurer ces 340 pages de pur bonheur, d'exemples, de citations, de protocoles, de méthodes. Vous allez découvrir vraiment beaucoup de choses. Donc pour développer notre pouvoir guérisseur, car selon Luc Baudin, la puissance est en nous. Vous avez aussi la possibilité
de vous procurer celui-ci. Alors, il y en a beaucoup, je les ai pas tous, mais voilà. Donc là, Noël approche, donc faites-vous plaisir, faites-vous ces petits cadeaux à mettre sous le pied du sapin. Et puis celui-ci, donc La Chute des Maîtres. Donc j'ai eu Luc en interview il y a à peu près 2 mois. On en a parlé également, donc de cette fiction romancée qui est une pure merveille également. Et bien sûr, on parle spiritualité également. Voilà, alors n'hésitez pas à faire voyager cette interview sur vos réseaux sociaux. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année. Et je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, Luc, à toi aussi et à tous tes proches. À bientôt. Merci Carmen, à toi aussi. Plein de belles choses pour la fin de l'année ainsi qu'à toutes les personnes qui nous écoutent.